Bonjour à tous. Le groupe armé Mouvement national de libération de l'Azawad, l'un des principaux groupes rebelles évoluant dans le nord du pays, a entamé ce lundi 29 août 2022 des démarches en vue d'une fusion de tous les groupes armés d'ex-rebelles ayant signé un accord de paix avec Bamako. C'était en 2015. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a poussé le MNLA à vouloir faire cette fusion? Le MNLA n'a pas dit clairement pourquoi, mais ce qui est sûr, on est dans une situation de stratégie. N'oubliez pas que quand on rappelle ce qui se passe au Mali, en 2012, c'est le MNLA qui a déclenché les hostilités contre l'armée malienne. À l'époque, bien sûr, c'était pour avoir l'indépendance de ce qu'ils appellent l'Azawad. C'est ensuite que les groupes rebelles armés qu'on appelle terroristes actuellement sont venus les chasser. Je crois que c'est quelque chose qu'on oublie, mais la guerre au Mali avait commencé avec le mouvement Touareg pour cette indépendance de l'Azawad. Les premiers morts parmi les militaires, etc., c'était avec en fait le MNLA. Mais les deux guerres se sont tellement suivies que finalement on est en train d'oublier la première partie. La deuxième chose, quand les Français sont intervenus pour arrêter la déferlante des groupes armés terroristes qui descendaient sur Bamako, à partir de Sévaré, ils ont remonté le territoire malien pour aller au nord avec l'armée malienne. Et rappelez-vous cet épisode que les Maliens n'ont jamais oublié, arrivé dans cette zone de l'Azawad, le Kidal, etc., l'armée française a dit à l'armée malienne, vous vous arrêtez ici, vous ne pouvez pas aller plus loin. Parce que les Français s'étaient également alliés avec ces mouvements Touareg qui connaissent très bien cette zone du nord pour combattre les groupes armés terroristes. La situation actuelle, tout le monde la connaît. La France a totalement quitté le Mali. Si la France était un soutien du MNLA, par exemple, dans cette lutte, en l'absence de la France, le MNLA et les autres mouvements Touareg vont devoir effectivement se réorganiser parce que les conditions ont changé. Il y a un deuxième fait également qui peut l'expliquer. Depuis quelque temps, vous avez deux affrontements dans cette zone. Vous avez un affrontement entre le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans à Gali, et État islamique au Grand Sahara. Donc deux mouvements, deux groupes terroristes qui s'affrontent dans la zone et qui entraînent des déplacements de population. Il y a eu là-bas également pendant plusieurs jours des affrontements entre État islamique au Grand Sahara et les groupes rebelles Touareg. Mais vous voyez que le contexte est en train de changer complètement au niveau de cette partie du Mali et ils ont certainement raison de se dire mais attendez, l'appui français n'est plus là, on est en face d'un Mali avec un régime militaire qui a tendance à devenir de plus en plus militaire parce qu'il y a l'épisode de Maïga qui est là. Ouais. Quand je regardais certains journaux aujourd'hui du Mali, les gens demandaient est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il a été viré. Vous voyez que là-bas également, il y a des choses à clarifier. Donc, l'ensemble de ces éléments, certainement, a amené ces gens à se dire, mais attendez, si nous ne nous réorganisons pas, si nous ne nous mettons pas ensemble, aussi bien devant les groupes terroristes armés que devant éventuellement l'armée malienne, parce que l'accord, on y reviendra, il est contesté, eux, ils risquent de se trouver comme être peut-être les derniers à être servis dans la reconstruction du Mali. Justement, parlons de l'accord d'Alger. On sait qu'il y a de cela quelques temps, ces groupes ont appelé Bamako au respect des accords d'Alger. Ça peut être aussi un prisme à explorer, Mamadou Diouf. Ce qui est curieux, c'est qu'avec le congrès du MNLA, ils n'ont pas demandé le respect des accords. Ils sont en train de remettre en cause les accords. Dans leur déclaration finale, par exemple, ils disent clairement que les accords ont 7 ans. Ils ont même utilisé l'expression caduque pour qualifier les accords. Et je dis que c'est curieux parce que de l'autre côté de Bamako, beaucoup de politiques, y compris d'ailleurs même l'ancien Premier ministre Choguel Maïga, a toujours dit que ces accords sont caduques. Mais lui, il le disait sous un autre prisme en disant que en 2015, quand le Mali signait ces accords, le Mali était coincé parce qu'il y avait la force avec les groupes armés terroristes, il y avait la force avec ces mouvements rebelles du Nord, surtout des Touaregs, et le Mali était un peu coincé. Le Mali avait accepté dans ses accords des choses qu'il ne fallait pas accepter.
Rappelez-vous, lors du dialogue national organisé par l'ancien président Ibeka, les gens avaient reposé le problème sur la table en disant qu'il faut revoir ces accords. Et c'est le CMA, ce regroupement des mouvements rebelles, qui avait refusé qu'on retouche les accords et qui demandait plutôt qu'on respecte les accords. Rappelez-vous le déplacement également du ministre de la Défense en Italie, toujours pour revitaliser cet accord. Mais curieusement, cette fois-ci, ce sont eux-mêmes, les Touaregs, qui disent que l'accord est caduc. Ils n'ont pas donné de précision. Qu'est-ce qu'ils entendent par caduc? Ce qui est sûr, c'est que l'accord est très loin d'être appliqué. On parlait de 260 000 soldats, 260 000 hommes armés parmi les groupes rebelles à intégrer dans l'armée malienne, 26 000 plutôt, vous imaginez ce que ça fait. Et les gens se demandaient où est-ce qu'on a fait le compte, est-ce que tous ces gens-là étaient sur le terrain, etc. Donc il y a plein de problèmes, mais cette fois-ci, la nouveauté, c'est que c'est eux-mêmes qui disent cette fois de façon claire qu'il faut revoir cet accord. Et c'est la première fois qu'on les entend le dire, de sorte que certains même se disent, attendez, est-ce que ces gens ne sont pas en train de vouloir revenir à leur revendication initiale, c'est-à-dire l'indépendance de l'Azawad? Ceux qui ont suivi les images ont vu, parce qu'il y avait pratiquement 1 millier de personnes quand même au niveau de ce congrès, il y avait plein de gens, et il y avait des gens qui avaient des pancartes, et sur les pancartes, il était dit clairement une revendication de l'indépendance de l'Azawad. Alors, Mamadou Diouf, on connaît la complexité, si on peut le dire, de ces groupes rebelles là-bas au Mali. Est-ce que vous pensez que l'appel là sera entendu? Et si oui, comment cela va se faire? En tout cas, il faut rappeler que le CMA regroupe 3 mouvements. Le MNLA, qu'on connaît le plus, puisque c'est eux qui avaient initié la guerre en 2012. Il y a également ce qu'on appelle le HCEA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Vous avez également le MAA, le mouvement arabe de l'Azawad, puisque ce n'est pas des Touaregs seulement qui habitent au nord. Vous avez d'autres mouvements moins importants, à peu près 5 ou 6 autres mouvements moins importants, mais eux, ils n'ont pas participé à la création de la CMA en 2014. Certains, à un certain moment, sont rentrés, puis ils sont ressortis. D'autres ne sont pas des membres en bonne et due forme, mais ils se revendiquent du CMA et ils se reconnaissent dans les prises de position du CMA. Ce qui fait que, au finish, ces gens ont intérêt à se retrouver. Ils sont en train d'affronter les groupes armés terroristes. Ils n'ont aucun intérêt à aller les affronter, chacun de son côté. D'ailleurs, ils avaient déjà pris une autre stratégie auparavant, parce qu'ils se sont affrontés également avec d'autres groupes armés qui avaient été préparés et armés par le pouvoir malien. Ah oui, parce qu'il y a eu également cette chose-là, de sorte qu'après, il y a eu quand même un accord avec eux, puisqu'ils habitent dans la même zone, et quand les groupes armés terroristes attaquent, on ne faisait pas la différence entre qui est du pouvoir, qui est du MNLA. Ils ont senti le besoin de se mettre ensemble pour combattre ces groupes armés terroristes. Donc, ils ont sérieusement intérêt d'un point de vue stratégique à se mettre ensemble. Et la déclaration finale le dit clairement. Ils disent qu'il leur faut un mouvement fort et ils précisent clairement, si on se met ensemble, on devient plus fort politiquement. Si on se met ensemble, on devient plus fort militairement. Ce qui veut dire qu'il y a le mouvement politique qui est là, il y a la branche militaire qui est là de façon extrêmement claire. Et c'est pourquoi certains à Bamako disent que c'est de la provocation que ces gens-là sont en train de faire, parce que quand on pense au mouvement politique, on pense à l'indépendance. Quand on pense au mouvement militaire, on pense à des gens qui continuent à vouloir se battre avec des armes, alors que les accords de 2015, la logique, c'était plutôt le désarmement, le désengagement et le recrutement de certains parmi eux au niveau de l'armée. Certains l'ont dit clairement parmi les analystes maliens, c'est comme si on est en train de retourner à la case de départ. Et dans tout ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, le départ de la France a complètement changé les donnes au niveau du Mali, surtout en relation avec ces groupes Touaregs du Nord. Justement, on va explorer cette piste, Mamadou Diouf. Est-ce que vous voyez peut-être la main de la France derrière? Dès que le MNLA avait commencé son attaque contre le Mali, tout le monde avait vu la main de la France derrière. Je me rappelle encore des télévisions françaises que je ne citerai pas, qui recevaient des responsables du MNLA avec leur turban bleu montrant clairement qu'ils sont Touaregs, s'en prenant à l'État malien, alors qu'en ce moment, ils étaient en train d'affronter l'armée malienne.
c'est comme si on leur donnait une tribune qui leur permettait de venir, de s'expliquer, etc. Donc ça fait que beaucoup de gens avaient dit, mais il y avait ce supposé lien entre la France et le MNLA. Ben, quand après l'intervention des groupes armés terroristes, la France a dit à l'armée malienne de ne pas rentrer dans le territoire, entre guillemets, du MNLA, je dis entre guillemets parce que nous sommes toujours quand même au Mali, mais tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et durant tout le temps de la présence française, on n'a pas vu les Français faire pression sur ces groupes rebelles Touareg pour laisser l'État central malien pouvoir administrer cette partie du Mali. Rappelez-vous les visites ratées de premiers ministres comme Marat, qui a été obligé d'aller se cacher à l'intérieur des casernes de la MINUSMA à un certain moment. Mais tout ça, les soldats français, l'armée française était là et elle n'avait pas réagi face à toutes ces situations, de sorte qu'effectivement, la complicité entre l'armée française et le MNLA ne fait l'objet d'aucun doute. Maintenant, avec la nouvelle donne, une France pratiquement out au niveau de la question malienne, est-ce que la France, d'un point de vue stratégique, se dit je ne peux pas abandonner le Mali, j'ai mes anciens alliés qui sont là-bas, et comme de plus en plus entre mes anciens alliés et le pouvoir central, le pouvoir militaire actuellement, pour le dire clairement, les choses ne marchent plus comme il se doit, eh bien d'un point de vue stratégique, ben, celui qui est l'ennemi de ton adversaire, il devient facilement ton ami. Et la France, effectivement, si elle est intéressée par une déstabilisation du Mali, peut passer par le MNLA ou autre pour le faire. N'oublions pas que le Mali a déposé aux Nations Unies une plainte contre la France. La violation sans cesse de son territoire. Attendons de voir qu'est-ce qu'on va sortir comme preuve et qu'est-ce que les Nations Unies vont dire. Mais ça montre clairement qu'effectivement, si la France était intéressée par une déstabilisation au niveau du Mali, elle pourrait le faire également à travers ces groupes armée rebelle Touareg. Alors, Mamadou, vous connaissez le rapport de force, tant militaire que politique. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Difficile à dire pour le moment parce qu'on n'a pas encore vu l'État malien réagir. Alors que le MNLA a organisé son congrès de façon officielle en invitant la MINUSMA, le représentant du gouverneur de la zone était là-bas, etc. Oui, oui, à Kidal. Ils ont invité les gens et ça ne les a pas empêchés devant les gens de dire un certain nombre de choses. C'est pourquoi certains Maliens parlent de provocation, parce qu'il y avait des officiels quand même par rapport au pouvoir central et certains ont osé revendiquer l'indépendance de l'Azawad devant ces officiels-là. Il faut attendre la réaction de Bamako pour voir qu'est-ce que Bamako va dire par rapport à cette question-là, puisque jusqu'à présent, avec le pouvoir militaire, le jeu n'est pas clair avec les Touaregs. Ils disent être avec le pouvoir militaire, mais régulièrement, ils mettent un pied dedans, ils mettent un pied dehors en disant non, on ne va pas aller dans ce sens parce que dans ce sens, vous voulez faire ceci, on ne va pas aller dans ce sens parce que dans ce sens, vous êtes en train de remettre en cause les accords d'Alger, comme je le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui remettent en cause ces accords. Quoi à la place des accords d'Alger? Parce que ça va être ça le problème. Qu'est-ce qu'ils proposent à la place? Ou bien est-ce que tout simplement ils mettent une croix sur les accords d'Alger, alors que mettre une croix sur les accords d'Alger, c'est reprendre la belligérance, puisque c'est les accords d'Alger qui expliquent aujourd'hui la situation de ni paix ni guerre, parce qu'il vaut mieux l'appeler ni paix ni guerre que de l'appeler une situation de paix, entre l'armée malienne et ces groupes armés Touareg avec qui cette armée s'est affrontée pendant un certain temps. Donc, Mamadou, on peut donc dire qu'avec la présence de Barkhane, l'état de l'Azawad existait, mais sans nom. Avec son nom. C'est qu'en fait, les mouvements ne sont pas les mêmes. Je vous ai dit qu'il y en a certains qui n'ont pas accepté d'aller au niveau de la CMA. Je rappelle que la CMA a été créée en 2014. Les accords ont été signés en 2015. En créant la CMA déjà, les gens commençaient à être dans une logique de ne plus revendiquer l'indépendance, mais une certaine autonomie qui passe par la décentralisation au niveau du Mali de façon générale, particulièrement au niveau de cette zone-là. Il y avait des mouvements qui ne se reconnaissaient pas dedans, qui croyaient que pour eux, il faut continuer à la lutte pour l'indépendance de l'Azawad. Et parmi les populations également, vous en avez qui défendent carrément cette position jusqu'à présent. Ils ne semblent pas être majoritaires, ou bien on ne les a pas trop entendus, mais il ne faut pas qu'on les oublie. Il y en a qui sont toujours pour l'indépendance de l'Azawad. Et ce qui pose problème, c'est que pendant ce congrès, puisque c'est un des reproches également qui leur a été fait,
durant tout le congrès, la situation politique à Bamako, la situation nationale du Mali n'a pas fait partie des questions qui ont été discutées. Toutes les questions discutées ont concerné l'Azawad. La sécurité, le déplacement des populations. En fait, vous avez l'impression que c'est une partie, si je peux l'appeler ainsi, du Mali. Déjà, ils posent les fonds bâtis. Qui se rencontrent et qui discutent. Et qui ne tient pas compte de ce qui se passe au niveau de l'autre partie du Mali. D'ailleurs, c'est des revendications qu'ils avaient eues parce que assez souvent, quand il y a des massacres dans certaines zones du Mali, l'État décrète des journées de deuil national. À un certain moment, avant le Congrès, ils se sont plaints parce que quand ils se sont affrontés avec les groupes armés terroristes, il y a eu beaucoup de morts. Et ils s'étaient plaints parce que l'État malien n'avait pas décrété de journée nationale de deuil. Donc on est en train de revoir encore des gens qui sont géographiquement dans le Mali et qui ont tendance de plus en plus à s'exprimer politiquement comme s'ils étaient dans une entité qui était une entité à part à l'intérieur du Mali. Alors, Mamadou, le gouvernement malien avait promis réintégrer les 26 ex-rebelles déjà à partir de ce mois qui est en train de finir. Mais les conditions sont toujours floues. Est-ce qu'avec cette sortie du MNLA, le gouvernement va revenir? Si le MNLA remet en cause les accords d'Alger, ça veut dire qu'on ne peut plus parler de recrutement et d'intégration. Et c'est pourquoi les gens s'inquiètent, qu'est-ce qu'ils mettent dans la caducité des accords. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne vont plus accepter que leurs hommes armés intègrent l'armée malienne? C'est-à-dire qu'ils gardent leur propre armée. En ce moment, ça veut dire qu'ils s'apprêtent à mener la lutte par les armes. Parce que quand tu acceptes d'intégrer un pays, de façon générale, c'est par ça qu'on commence. Il y a une cérémonie où on vient, les gens déposent symboliquement les armes pour montrer qu'on ne va plus régler les problèmes par les armes. Mais on va plutôt continuer par la négociation. L'autre élément, est-ce que l'armée malienne va prendre le risque aujourd'hui d'intégrer ces gens dans l'armée malienne? Parce qu'il y a eu des expériences antérieures où des ex-rebelles Touaregs ont été intégrés dans l'armée malienne. Quand il y a eu à nouveau des rébellions Touaregs, ceux-là ont quitté l'armée avec armes et bagages pour aller rejoindre la rébellion Touareg. Je ne suis pas sûr que l'armée malienne va oublier une telle chose parce que ça s'est produit pas une seule fois dans l'histoire du Mali, surtout concernant cette partie avec les Touaregs. Pourtant, ça aurait été aujourd'hui pour l'armée malienne, le régime malien de façon générale, mais une très bonne occasion d'avoir des milliers d'hommes supplémentaires pour combattre les groupes armés terroristes. Mais il y a une chose également qui n'a jamais été réglée dans la relation entre ces groupes armés terroristes et les Touaregs. Là-bas aussi, il y a un flou. Tantôt, c'est vrai, ils s'affrontent, mais tantôt, ils collaborent. N'oublions pas que le chef du GSIM est un Touareg qui a fait partie du MNLA, qui a fait partie des rébellions Touareg, pas d'une seule rébellion Touareg, des rébellions Touareg, ce qui avait fait qu'au moment de l'intégration, il s'était retrouvé à la présidence de la République. Et aujourd'hui, il est le chef d'un groupe armé terroriste. Et parfois, les gens se posent tout le temps la question sur l'étanchéité des relations entre ces groupes armés terroristes et les groupes rebelles Touareg. Et là, ça pose également un problème. L'armée malienne sera obligée de devoir faire un tri, de savoir qui intégrer, qui ne pas intégrer, ce qui fait que ça ne sera pas du jour au lendemain que ces milliers d'hommes vont intégrer l'armée malienne. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et après on reçoit l'invité du jour.